Bien, merci d'être venus si nombreux. Merci Michel pour cette présentation élogieuse. Alors, effectivement, partons de l'anecdote, puisque tout est parti d'une anecdote. Félix Gaudin, dans un texte du début du XXe siècle, évoquait le verre américain. Et il disait d'ailleurs, on devrait plutôt dire du verre français, parce que c'est des Français qui l'ont fabriqué. Alors évidemment, ça a titillé ma curiosité. À l'époque de ma thèse, je n'avais pas encore les moyens d'aller faire des recherches outre-Atlantique. J'ai pu le faire qu'après. Et donc, voici un peu le résultat, le produit de ces recherches sur ce verre américain depuis son invention, donc à Brooklyn, on va voir comment, et la manière dont il a été reçu en France, notamment par les artistes et les peintres verriers. Donc, peut-être commençons par une définition. C'est un verre à vitrail, le verre américain principalement. Même si effectivement Tiffany par exemple a fabriqué avec ce qu'il a appelé le Fairway Glass, il a fabriqué des vases, mais principalement le verre américain tel qu'on l'entend en France, c'est un verre à vitrail. Donc en France on l'appelle le verre américain, mais les Américains ne l'appellent pas le verre américain, eux ils l'appellent le verre opalescent, tout simplement. Alors quelles sont les caractéristiques de ce verre? Il y en a plusieurs. D'abord, c'est un verre qui est translucide. Il n'est pas transparent complètement. Il laisse certes passer la lumière, mais il ne laisse pas passer la vue. Ensuite, il est, comme les Américains l'appellent, il est opalescent, c'est-à-dire qu'il a des reflets blancs, ou alors il est iridescent, c'est qu'il a des reflets irisés. Cette coloration, elle est multiple. On n'a jamais une feuille de verre d'une seule couleur. Il y a des ondes de plusieurs couleurs sur les mêmes feuilles. Et cette coloration, on s'en rend vite compte, elle est aléatoire, c'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas régulière d'une feuille à l'autre. Et évidemment, c'est ce genre de détail qui peut intéresser les fabricants de vitraux. Parfois, ce verre est dichroïque. Alors voilà un gros mot, simplement pour dire que quand on regarde le verre sous un certain angle, on voit une couleur, et dans un angle opposé, on voit une autre couleur, qui est généralement la couleur complémentaire. C'est ce qu'on appelle le dichroïdisme, donc on parle de verre dichroïque. Et ces verres présentent des reliefs qui peuvent être complètement aléatoires ou au contraire très réguliers selon le type de fabrication, et on va voir comment ces fabrications permettent donc de créer ces reliefs. Alors, le verre américain ou le verre opalescent, il y a toute une légende autour de ce verre. Et comme dans toutes les légendes, il y a plusieurs versions. Alors je vais vous présenter la mienne. C'est la version d'un historien. C'est peut-être moins romancé que certaines autres. Donc à l'origine de ce verre américain, il y a une innovation de produits, comme disent les économistes, c'est-à-dire des artistes. Je viens d'afficher leur nom, John Lafarge et Louis Comfort Tiffany, qui vont vouloir un nouveau verre pour les vitraux. Et pour ça, ils vont exiger des verriers, des fabricants de verre, une fabrication nouvelle. Alors commençons par le premier de ces artistes, John Lafarge, qui est né en 1835. Il est le fils d'un émigré français, donc son nom sonne un peu français. Et il est d'abord paysagiste, peintre de genre. Et il est même venu suivre des études à Paris. Il a été pendant quelques mois l'élève de Thomas Couture. Alors rentré aux États-Unis, il continue de peindre évidemment, et puis en 1874, on lui commande le dessin d'un vitrail. Un vitrail qui est destiné au Memorial Hall de l'université de Harvard. Et le sujet de ce vitrail, c'est le chevalier Bayard. Donc l'exécution de la verrière, puisque lui on lui demande que le carton, est confiée à un atelier bostonien, l'atelier de William Macpherson. Et il va travailler avec cet atelier et il veut des verres un peu originaux et il voudrait bien essayer de faire des essais pour plaquer deux couches de verre différents, l'une contre l'autre, pour essayer de simuler les ombres afin d'avoir moins à peindre sur le verre. Donc il conduit avec Macpherson des essais qui s'avèrent relativement coûteux et qui finalement font échouer le projet de verrière, et il n'y aura pas dans le Memorial Hall de Harvard de vitraux sur le chevalier Bayard. Alors il aura des commandes, dans les vitraux que vous voyez là, il y a des commandes postérieures qui ont été faites par d'autres ateliers, mais voilà, donc la première expérience dans le vitrail de Lafarge est décevante.
Et de cette expérience, donc, il reste une grande insatisfaction pour le verre fourni par les verreries, qui est un verre extrêmement transparent, extrêmement translucide et extrêmement pauvre, parce qu'il ne fait pas vibrer la lumière. Alors, je vous montre un vitrail contemporain qui est dû à Daniel Cottier, qui est un peintre verrier anglais, mais qui s'est installé aux États-Unis. Donc, celui-là a été réalisé vers 1877, 1880, il n'est pas très bien daté. Voilà des vues rapprochées. Vous voyez que tous les effets de ce vitrail reposent essentiellement sur une peinture qui est magnifique, hein, peut-être sur des travaux de gravure d'ailleurs également, mais absolument pas sur les qualités mêmes du verre. Alors en 1876, Lafarge est malade, et au cours de sa maladie, il va traîner beaucoup dans sa salle de bain, et il va découvrir qu'il a des articles de toilette en verre opalin, et quand il les met par transparence devant la fenêtre, il trouve que la lumière qui en ressort est assez belle, et il aimerait bien essayer de juxtaposer finalement un verre traditionnel, coloré, et ces verres de type opalescent, parce qu'il trouve qu'il recherche une harmonie nouvelle et voudrait vraiment reproduire ça dans le vitrail. Donc, pour ça, il faudrait que ce verre opalin ne soit pas en bouteille, en flacon, etc. Il faudrait qu'il soit en feuille. Et il va rechercher des verriers, notamment à Brooklyn, et il va commencer avec un verrier qui s'appelle Francis Steele, originaire du Luxembourg, dont on reparlera tout à l'heure. Et donc ce verrier, vous voyez dans sa publicité, Glassware, il produit tout type de verres, hein, des vases, des verres de lampe à pétrole, des siphons, etc. Et c'est avec lui qu'il va mettre au point les premiers verres opalescents. Le premier vitrail connu est réalisé en 1879, donc à la demande du docteur new-yorkais Richard Henry Derby, pour sa propriété de Long Island. Et c'est un vitrail qui doit être installé au mois de novembre 1879 parce qu'il veut célébrer son anniversaire de mariage 2 ans auparavant avec Sarah Coleman Alden. Donc ce vitrail est terminé début novembre et le 3 novembre 1879, il est présenté dans l'atelier de Lafarge qui est ouvert au public et la presse est prévenue et donc on peut venir le voir. Je ne vous montrerai pas des photos récentes de ce vitrail qui actuellement n'est plus localisé. Donc vous avez une grande photo en noir et blanc sur la gauche, mais c'est surtout la photo de droite en couleur où on aperçoit mieux cette tache de lumière orange que vous avez au milieu. Et c'est une sorte de pièce de verre opalescente, mais en relief, une sorte d'énorme cabochon. Et ce cabochon est gravé. Et il y a écrit que cet opale a été fabriqué le 25 juin 1879. Donc il y avait quelque chose de premier, de primitif, hein, pour qu'on ait eu envie vraiment de dater la pièce de verre elle-même. Et donc, la presse qui relate la visite d'atelier, je vais vous en lire un petit extrait, elle dit que Lafarge fait fabriquer le matériau sous sa propre direction, supervise les ouvriers qui se chargent de la découpe et de la pose. Donc voilà, là, Lafarge, il ne travaille plus avec un autre atelier, il a ses propres ouvriers. Et l'article décrit ces verres nouveaux, et il dit qu'à l'intérieur de la fenêtre fictive est accrochée une supposée portière persane avec une bordure ornée de bijoux et une frange qui se découpe sur un ciel bleu au niveau de l'appui. Et c'est ce que vous avez à la base en fait du vitrail. Le fond est d'un verre blanc opalescent, très efficace, donnant des teintes magnifiques. C'est la première application d'un nouveau matériau à la fenêtre. Le dessin est en couleur sur ce fond et fait presque entièrement par le plomb. L'ensemble étant plutôt une mosaïque qu'une fenêtre peinte. Et là, dès le premier texte concernant ces verres, on voit bien que le travail du verrier commence à changer, enfin de l'artiste décorateur commence à changer. On peint moins et on utilise les ressources du verre et du plomb pour créer les contours. Alors, aussitôt après, donc le 3 novembre, présentation à la presse ou au public, et le 10 novembre 1879, Lafarge dépose une demande de brevet pour un usage conjoint des verres traditionnels et opalescents dans le vitrail. Usage qu'on pourrait envisager, enfin que Lafarge envisage soit par contiguïté, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre, soit par superposition. Un verre normal superposé à un verre opalescent. Le brevet lui est accordé donc le 24 février 1880. Et je vous cite quelques extraits du texte du brevet qu'on connaît. Donc,
Lafarge dit rechercher des effets qui pourraient être obtenus par l'emploi de minces feuilles de nacre ou de minces lamelles de pierres précieuses telles que l'onyx et l'albâtre. Et il a découvert, je cite encore, que les effets opalescents ou iridescents peuvent à un degré éminent être obtenus pour les fenêtres par l'emploi de cette catégorie de verre connue sous le nom de verre opale, couramment utilisé pour la vaisselle ou les articles de fantaisie tels que les boîtes, etc., mais jamais pour les fenêtres. Et il poursuit toujours dans le texte, ce verre opale sera plus ou moins opaque ou laiteux dans certaines parties selon la proportion de la masse insoluble qui est déposée ou contenue. Cet effet est généralement produit par le peroxyde d'étain ou l'acide stannique, l'acide antimonique, le chlorure d'argent, le phosphate de chaux ou les cendres d'os. Ces différentes matières mélangées au sable et à la potasse habituelle ou au verre en poudre donnent un précipité blanc, par conséquent un verre d'un blanc laiteux ou jaunâtre. En réglant les quantités des matières, on peut rendre le verre translucide ou absolument opaque. Je cite encore, ces effets opalescents ou iridescents peuvent être renforcés par le caractère plus ou moins lisse d'une des deux surfaces du verre opalescent, ainsi que par son épaisseur. Et le verre peut être onduleux ou rendu rugueux dans des moules, ou être martelé ou laminé, ou être estampé ou traité pour s'accorder avec le dessin ou la finition de surface requis pour le verre. Cette opération peut être effectuée pendant que le verre, à l'état chauffé, est supporté sur un lit approprié, comme le savent bien les travailleurs du verre. Et donc, il donne ici toutes les caractéristiques futures qu'on va trouver dans ce verre opalescent, l'opalescence, l'iridescence, les reliefs, etc., le côté aléatoire. Et il conclut, avant d'en finir avec son brevet, il dit « Je souhaite que l'on comprenne que je ne revendique aucune amélioration dans l'art de la fabrication du verre, que ce soit en matière de verre translucide, opale ou coloré. » Donc c'est très clair. Son innovation, c'est le mélange des verres traditionnels et des verres nouveaux. Mais ça ne concerne pas du tout la technique de fabrication. Il laisse ça au verrier et auquel il fait appel. Alors, donc cette idée de Lafarge, il le dit aussi ailleurs dans le brevet, c'est pour obtenir des verres qui possèdent un effet décoratif à la fois à l'intérieur de l'édifice, quand il y a la lumière du soleil dehors, mais également à l'intérieur de l'édifice, quand il n'y a plus de soleil et que le vitrail est éclairé par les lumières intérieures. Et de même, l'effet du vitrail doit être extérieur. Voilà, c'est un vitrail à double effet, et là, quel que soit l'éclairage que reçoit l'édifice. Alors, quelques images de ces vitraux des pionniers, finalement, des premiers vitraux de Lafarge. Voici ici des pivoines, c'est un thème récurrent dans l'œuvre de Lafarge. Là, c'est une version de 1880. Ensuite, je vais vous montrer la maison de Cornelius Vanderbilt, deuxième du nom, à New York. Alors, la famille Vanderbilt, c'est une famille importante à New York et aux États-Unis. Donc le premier, qu'on appelle le Commodore, qui a vécu au début du 19e siècle, c'est celui qui a investi énormément dans les compagnies de transport ferroviaire et qui a fait la fortune de la famille. Il a un premier fils qui s'appelle Henry, et ensuite deux petits-fils qui vont s'appeler William Kissam d'un côté et Cornelius Vanderbilt, deuxième du nom. Et donc ces deux frères, Cornelius et William, se font bâtir en même temps deux maisons sur la 5e avenue à New York, qui sont plutôt des petits châteaux que des maisons. Alors, Cornelius II fait travailler Lafarge, et on verra que le frère fait travailler un autre verrier, on en parlera tout à l'heure. Pour ce petit château, voilà, pour la salle à manger, et il envisage un plafond lumineux, et c'est Lafarge qui réalise ce plafond, dont on ne connaît qu'aujourd'hui que cette image en noir et blanc. Mais il reste encore quelques lunettes de porte venant de la même maison Vanderbilt, conservées au Metropolitan Museum, et voici ici une de ces lunettes, et vous voyez que le verre opale blanc fait tout le fond de ce vitrail. Alors, dans le brevet de 79, dont j'ai parlé, Lafarge déclarait, je cite, pouvoir recouvrir le verre coloré de construction ordinaire ou avec des morceaux indépendants de verre opale ou en une ou plusieurs couches de l'une ou de l'autre qui pourraient être utilisées selon l'effet désiré. Alors ce qui est décrit là, évidemment, la superposition, c'est l'objet d'un autre brevet qui va demander en 82, qu'il obtiendra début 83, pour en fait un perfectionnement de l'armature du vitrail. Parce que évidemment, superposer des plaques de verre, ça alourdit le vitrail et ce n'est pas des plombs traditionnels qui peuvent supporter ce poids et cette organisation, cette structure nouvelle. Et donc, l'idée, voilà, c'est de pouvoir
doubler les verres, si vous voulez, mais que les verres d'une couche n'aient pas exactement la même forme des pièces de verre que la couche précédente, ce qui oblige à avoir une double structure de plomb. Et c'est l'objet donc de ce deuxième brevet déposé par Lafarge. Alors maintenant, voyons l'autre protagoniste, Louis Comfort Tiffany, né en 1848, donc un petit peu plus jeune que Lafarge, d'une quinzaine d'années, né en 1948 donc, peintre également, peintre de paysages. On conserve de lui notamment toute une série de peintures réalisées au Maroc lors d'un voyage en 1872. Et au milieu des années 70, à partir de 1876 surtout, il délaisse la peinture pour se consacrer à des travaux de décoration, d'art décoratif en général. Il va adhérer à la Society of Decorative Art, dirigée par une peintre dessinatrice textile, Candace Weller, et il travaille en compagnie d'autres artistes comme Samuel Coleman ou Lockwood de Forest. Et évidemment, il va être enthousiasmé par les verres nouveaux. Alors, il y a une querelle de préséance qui, de Lafarge ou de Tiffany, a commencé. Clairement, je prends parti pour Lafarge parce que je pense qu'il y a eu une querelle énorme et qu'on a produit beaucoup de textes pour essayer de légitimer une ancienneté, mais que ces textes sont manifestement des faux, qui ont été forgés de toutes pièces à partir de 1990 et jusque dans les années 1910. Donc tout ce qu'on sait réellement appuyé donc sur des bases sûres, c'est que Tiffany, donc vous voyez encore ici deux tableaux, commence des expérimentations dans une autre verrerie de Brooklyn, qui n'est pas celle de Francis Steele, qui est celle de Louis VIII, que vous voyez ici au milieu de cette trilogie. Louis VIII, dont on parlera tout à l'heure, installé à Brooklyn, était originaire de Moselle. Et en 1880, Tiffany va demander 3 brevets qui vont lui être accordés en février 81. Premier brevet, c'est un brevet pour un nouveau produit qui n'est pas du verre à vitrail, mais qui est plutôt une sorte de brique, de tuile, les Américains disent tile, d'un carreau de verre à 2 couches, dont une couche de verre opalescent. Donc voilà, je passe la description du brevet. Et peu de temps après l'obtention du brevet, Tiffany passe un accord devant notaire avec Louis VIII pour produire, et on reparlera tout à l'heure de ce contrat, on le détaillera un petit peu. Donc je passe sur le brevet maintenant, puisqu'on y reviendra, mais surtout je voudrais vous montrer les fameuses tiles qui sont produites par Louis VIII à l'issue donc de l'obtention du brevet. Vous voyez qu'elles sont marquées, patentées, avec la date de février 81. Et en bas, vous avez la signature LCT, Louis Comfort Tiffany & Co. Donc, ces tiles, il y en a plusieurs sortes qui sont conservées, et elles servent à faire des revêtements muraux. Et voici ici la salle des vétérans du 7e régiment de New York, avec un superbe revêtement mural. Et vous verrez qu'il y a aussi des vitraux dans la même salle. Et voilà un détail de ce revêtement mural, où on voit très bien que d'une brique à l'autre, le revêtement opalescent est complètement aléatoire. Alors, on raconte aussi, on le sait par un verrier un ouvrier de chez Louis VIII, qui ensuite a travaillé dans la verrerie de Tiffany à Corona. Tiffany a ouvert une verrerie après avoir expérimenté avec des verriers de Brooklyn. Il a fini par ouvrir sa propre verrerie à Corona, et il a débauché du personnel de chez Louis VIII notamment. Et donc Jimmy Stewart, qui était un ouvrier de chez Louis VIII, a travaillé ensuite chez Tiffany, et cet homme est mort en 1970, il est mort très très vieux, et il a été interrogé en 1965 par Louis Koch, un historien américain. Et donc c'est lui qui raconte que c'était chez Louis VIII qu'on a mis au point le verre qui sert à faire des draperies. Et voici un de ces verres, que je vous montre ici avec une vue rasante, pour bien vous montrer les épaisseurs et les rugosités. Alors, Tiffany dépose également d'autres brevets, et celui-là nous intéresse un peu plus, parce que c'est un perfectionnement dans l'art du vitrail, et il explique comment réaliser un verre à plusieurs couches, les couches étant superposées, mais séparées par un espace de quelques centimètres, tel que vous le voyez en fait dans le schéma du bas. Vous voyez les 2 couches de verre avec un espace central. En gros, Tiffany avait inventé la verrière de doublage, chère aux restaurateurs d'aujourd'hui.
Alors, cette invention, dit-il, consiste à combiner dans une fenêtre en verre coloré une mosaïque de verre transparent avec une mosaïque de verre opalescent. Les deux mosaïques ou sections étant séparées par un espace intermédiaire, de manière à permettre le libre passage des rayons lumineux à travers une mosaïque avant qu'ils ne passent à travers la seconde mosaïque. L'effet sur le verre opalescent est d'augmenter considérablement sa brillance et son iridescence. Vous verrez que les artistes qui parlent de ce verre, en France en tout cas, le trouvent souvent opaque. Et la brillance et le renforcement de la luminosité, ils ne l'ont pas vraiment compris. Bref. Troisième brevet, daté exactement des mêmes dates, concerne encore le vitrail. Et là, il souligne l'intérêt plastique de déposer à la surface de certaines pièces de verre un lustre métallique, donc pour donner des effets d'iridescence. Et je cite encore le brevet, l'éclat métallique est produit par la formation d'un film d'un métal ou de son oxyde, ou d'un composé d'un métal, soit dans le verre, soit en l'exposant, ce verre, à des vapeurs ou à des gaz, soit par application directe. Il peut également être produit en corrodant la surface du verre, tous ces procédés étant bien connus des fabricants de verre. Et là, comme Lafarge, Tiffany se montre très humble finalement sur les procédés de fabrication. Lui, ce qui l'intéresse, c'est l'effet et la combinaison des verres de différents types. C'est pas la fabrication du verre, il laisse ça aux verriers. Alors il va quand même poursuivre ses recherches, soit avec Louis Hay, soit peut-être avec d'autres verriers dont on n'a pas de traces en archives. Et en 81, il va encore demander un perfectionnement pour les verrières en verre coloré, donc un brevet qu'il obtient en 82. Ensuite, un dernier brevet pour un carreau de verre perforé, demandé en 81 également et obtenu en 82. Alors, quels sont les vitraux donc, de Tiffany pour cette époque ? On en conserve assez peu. Et là encore, il y a une légende terrible. Et il faut vous dire que pour faire de l'histoire sereinement, il ne faut pas travailler sur Tiffany, parce que dès que vous reculez d'un an la date d'un vitrail, à la vente suivante, c'est plusieurs zéros à la suite qui s'ajoutent au prix de vente du vitrail. Donc évidemment, tout le monde a tendance à vouloir remonter les dates des vitraux de Tiffany, et il y a même un expert qui a fini en prison à cause de ça. Voilà, donc un des premiers vitraux dont la commande date des années 79 ou 80, et dont la pose en tout cas date de 1880 pour une église de la banlieue de New York, à Islip. C'est un Saint-Marc qui apparaît ici, et donc c'est la seule partie vraiment peinte du vitrail, sur un fond de verre circulaire, coloré, mais a priori il ne s'agit pas de cive, il s'agit vraiment de verre, enfin ce qu'on sait, de verre coulé en tout cas. Le vitrail a disparu, donc on n'a que cette photo ancienne pour en parler. Ensuite, quelques vitraux ornementaux qui se trouvent également au 71e régiment de New York, toujours dans la même salle des vétérans. Donc des vitraux qui sont difficilement photographiables, qui sont mal éclairés, mais dont vous voyez ici une photographie, alors une que j'ai prise avec un peu de recul et l'autre en essayant de raser le mur pour bien vous montrer qu'il y avait des inclusions de cabochons de verre en relief entre les parties planes. Et puis, donc ça, c'est assez bien daté, ça date de 1880. Et la verrière expérimentale de son appartement, donc un appartement qu'il a acheté à New York en 1879. Le vitrail est installé dedans à une date qu'on ne connaît pas et les photos sont publiées dans la presse en 83. Mais bon, pour tous les chercheurs, le vitrail date de 79. Personnellement, j'en suis pas convaincu. Je pense que c'est un vitrail qui est contemporain des recherches qu'il fait notamment en 1880 pour le régiment de New York. Alors, ce vitrail, vous le devinez ici. En fait, il y a une cage d'escalier derrière et il ne reçoit pas une lumière naturelle. Par miracle, ce vitrail est conservé aujourd'hui au Metropolitan Museum. Alors, j'ai plusieurs images de ce vitrail. Donc, c'est une œuvre complètement expérimentale où Louis Comfort Tiffany a utilisé en fait sans doute des chutes de verre, des restes qu'il a pris dans la verrerie pour créer une verrière complètement aniconique, qui ne représente rien, qui préfigurerait presque l'art abstrait, mais qui constitue une magnifique démonstration finalement des qualités formelles des verres en question. On a ici une vue en lumière rasante et une vue donc
à l'atelier de ce vitrail. Donc voilà en gros le travail de Louis Comfort Tiffany et de Lafarge. Il demande un produit nouveau et à partir de la fin de l'année 1880, on commence à connaître ce verre et à en parler dans la presse. D'abord la presse new-yorkaise, mais pas seulement. Et là j'ai un article de fin d'année 80, décembre 80, d'un journal de Chicago qui annonce la naissance d'une nouvelle invention qu'on appelle le verre opalescent, et dont bien sûr le procédé exact est gardé secret. Et là on est dans pleine légende, parce qu'en fait, si on suit bien tout ce qui a été publié dans les brevets, il n'y a pas beaucoup de secrets finalement. Alors, maintenant qu'on a parlé des artistes, eh bien, je voudrais parler des hommes de l'ombre, c'est-à-dire de ces verriers qui ont travaillé à la demande de Lafarge et de Tiffany, et qui, eux, sont les auteurs d'une innovation de procédé. Au départ, on avait une innovation de produit, et eux, ils vont innover dans les procédés, mais c'est une innovation qui repose en fait sur l'adaptation de verrières traditionnelles. De techniques traditionnelles. Donc il est évident, bien sûr, que sans ces verriers, Lafarge et Tiffany n'auraient jamais pu, à eux seuls, révolutionner à ce point l'art du vitrail. Ils ont rencontré des hommes habiles qui se sont adaptés à leurs exigences, mais hélas, comme on le sait, les historiens de l'art ont souvent privilégié les artistes au détriment des collaborateurs, et je pense que c'est un peu dommage en tout cas. Il se trouve que la plupart de ces verriers de Brooklyn, qui ont été associés au début du verre opalescent, sont originaires d'une petite région d'Europe, une région qui est riche de traditions verrières très anciennes, donc la Wallonie, la Lorraine et la Westphalie. Et donc, l'un vient du Luxembourg, on va voir un peu d'où viennent tous ces hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils savent faire quand ils émigrent ? En gros, c'est des verriers, ils sont rompus à des tas de techniques, ils savent à peu près tout faire. Mais principalement, ils font de la gobeleterie, en verre ou en cristal taillé. J'ai plusieurs exemples de ces vases ou verreries originaires de ces verreries de Lorraine. Donc là, on est dans de la gobeleterie de cristal taillé. Ils font également, ils utilisent la technique des millefiori pour fabriquer soit des presse-papiers comme celui-ci, voilà encore un presse-papier. On peut fabriquer avec les mêmes techniques des vases, tels que celui que vous voyez ici. Ils peuvent fabriquer également des vases et des objets en général en opaline, parce qu'ici il y a 2 vases, mais il y a aussi les éléments de l'horloge. Voilà encore des objets d'opaline. On imagine que c'est ces objets-là qu'il y avait dans la salle de bain de Lafarge, et qu'il a placés devant sa fenêtre pour voir ce que faisait le rayon du soleil à travers. Et puis parfois, ils sont capables aussi de produire des objets d'exception, comme ce globe produit aux cristalleries de Saint-Louis en 1818. Donc, des hommes rompus à toutes les techniques verrières, qui émigrent parce que ce sont des pays qui sont assez peuplés, qui nourrissent pas forcément bien leurs enfants, sont peut-être pas assez payés en tout cas. Quand ils vont émigrer à Brooklyn, ils vont devenir leurs propres chefs d'entreprise, et pour certains, ils vont acquérir non pas la fortune des Rockefeller ou des Vanderbilt, mais enfin une fortune honorable, qui est relevée par tous les journaux qui parlent de leur réussite. Alors parlons du premier, Francis Steele, né en 1829, et ce Francis Steele est originaire du Luxembourg. Alors celui-là m'a donné un peu du fil à retordre, parce que dans les recensements de population qu'on a pu dépouiller aux États-Unis, tantôt il se dit natif de Belgique, tantôt néerlandais, tantôt du Luxembourg, donc c'est pas toujours facile. Mais en fait, ça s'explique parce que d'abord, le Luxembourg, c'est un pays qui a connu des tas de modifications, dont rendre compte un petit peu la carte de gauche. Et puis surtout, il a été administré par le roi de Hollande à partir de 1815, quasiment jusqu'en 1890. Donc, on peut se dire presque citoyen hollandais quand on émigre aux États-Unis. Bref, lui, on a fini par trouver donc la commune de naissance, Beauverange, et on pense qu'il a été formé dans les verreries du Hainaut ou du Namurois. On n'en est pas complètement sûr.
En 1850, il va émigrer aux États-Unis et il sera naturalisé américain le 4 septembre 1852. En 1858, donc jusque-là, il a travaillé dans des verreries, on ne sait pas exactement lesquelles. Il fonde une entreprise en collaboration avec les frères Leininger, donc la Leininger Steel & Co., donc Anthony et Frank Leininger. En 1865, donc cette verrerie va brûler. Anthony Leininger, d'ailleurs, je crois, va décéder au cours de l'incendie. Et donc, l'entreprise se restructure et il fonde la Steel & Co., Empire State Flint Glass Works. Voilà, des noms toujours assez ronflants pour ces verreries. Et cette verrerie, donc sous ce titre, elle va quand même changer de nom. Les opérateurs, en gros les financiers, changent régulièrement. On a Thiel et Carrel en 67, Thiel et Wappler en 69, puis ensuite Francis Thiel quasiment tout seul à partir de 1873. Donc il se retire en 1888 et la société va prendre le nom de ses fils, Francis Thiel & Sons, et garder toujours son appellation de Empire State Glass Works. Et elle va fonctionner donc jusqu'en 1896. Elle fera faillite à ce moment-là. Mais Francis Thiel, en tout cas, est décédé en 1890 et il est enterré dans un cimetière new-yorkais. Voilà donc l'image que j'ai pu trouver récemment, que je n'avais pas trouvée en 2006. Alors, autre verrier, originaire cette fois-ci du pays de Bitche, en Moselle. Et donc, ces verriers, il faut d'abord parler de Jean-Nicolas Walter et de la famille Walter. Vous avez ici un arbre généalogique avec une lignée centrale de verriers qui commence avec Georges, qui se poursuit avec Nicolas Walter et qui se poursuit encore avec Georges Titus Walter. Ce sont les dirigeants des verreries de Gotzenbrück et de Meisenthal, dans le sud du pays de Bitche. Ces deux établissements donc, sont réunis plus ou moins sous la même direction entre 1824 et 1857. Et cette société qui les dirige, eh bien, la majeure partie des parts, puisque ce sont des sociétés capitalistes avec des actions, sont possédées par cette famille Walter. Et alors, à la troisième génération, vous voyez Jean-Nicolas Walter, que j'ai surligné un peu plus fort que les autres. Il est au même niveau que son frère, Georges Titus, qui est le frère aîné, et c'est lui qui reprend la verrerie. Et il a également une sœur aînée, Maria Teresa, qui est mariée à un Peter Berger, qui lui est un commercial et qui va ouvrir des comptoirs de vente à Genève, à Paris et à New York. Et on se demande d'ailleurs si le départ de Jean-Nicolas Walter n'est pas aussi en rapport avec ce dépôt new-yorkais. Mais en tout cas, il est clair que c'est son frère aîné qui prend la direction de la verrerie et donc que lui, le frère cadet, il trouve une autre occupation. Donc il finit par émigré en 1842, donc assez précoce par rapport aux autres verriers qu'on va voir, c'est le premier arrivé. Et il s'installe à Brooklyn chez un parent, Joseph Walter, donc j'ai pas trouvé le lien de parenté, mais à l'évidence c'est un parent, qui donc dirige une petite verrerie à Brooklyn, la Russo & Walter, dans le quartier de Williamsburg, qui est un quartier où il y a beaucoup de verreries en fait. Donc Jean-Nicolas Walter est naturalisé en 1848 et il quittera Brooklyn en 1860 pour s'installer dans le Massachusetts. Mais entre-temps, il va être un des responsables de la fabrication de cette verrerie et alors on ne connaît rien vraiment de sa formation. Bon, on imagine bien qu'il a été formé dans la verrerie familiale, mais il semble avoir détenu un grand savoir. Et ce savoir a perduré parce qu'il y a beaucoup de recettes qui ont été notées par d'autres verriers dont on va parler et qui sont attribuées à Jean-Nicolas Walter. Donc lui, il a vraiment le rôle d'un passeur et d'un formateur. En tout cas, dans cette verrerie, Russo et Walter vont être formés les trois autres dont on va parler maintenant, Louis VIII et les frères Dannenhofer. Alors Louis VIII, que vous voyez ici, encadré par deux autres personnes dont on reparlera, naît en 1835 à Gotzenbrück en Moselle. Il est le fils de Michel Hayes, qui est un tailleur sur verre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de sa naissance, Michel Hayes ne travaille pas en Lorraine, il travaille au Val-Saint-Lambert, dans la cristallerie du Val-Saint-Lambert, près de Namur. Ce qui veut dire qu'on a là des verriers qui naviguent facilement, qui passent facilement d'une verrerie à l'autre. Donc le jeune Louis VIII est formé sur place d'abord, sans doute à Gotzenbrück ou à Meisenthal, et il émigre
en 1859 aux États-Unis. Il s'installe à Brooklyn et il va travailler chez Russo et Walter. Et donc là, il est en contact avec Jean-Nicolas Walter, avant que Walter quitte Brooklyn en 60. En 62, donc il épouse Marie Brem, donc une famille qui a émigré en 1860. Et voilà l'arbre généalogique un peu complexe de Louis VIII, qui va être naturalisé américain en 1864 et qui va fonder à partir de 1877 sa propre verrerie, où notamment il fabriquera entre autres choses beaucoup de flacons à parfum. Donc ici je vous ai mis sa lignée, donc il descend lui-même d'un verrier, Michel Haidt. Il va épouser donc Elisabeth Brem, mais cette Elisabeth Brem elle-même est mariée avec un Joseph Valentin Renninger, qui est d'origine allemande et qui est lui-même verrier et qui va travailler en collaboration avec Louis VIII. Il aura une ribambelle d'enfants, donc 9 au moins, de son premier mariage. Je vous ai mis Jean-Baptiste, en fait, John B, au centre, qui va travailler avec son père. Et il aura encore un second mariage avec 2 enfants qui naîtront assez tard. Et j'ai pas pu mettre la descendance de John B parce qu'il y aura encore une 3e génération de verriers. Donc voilà, ces familles de verriers très unies qui travaillent souvent en collaboration ou en famille en tout cas. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure ce fameux contrat du 16 mars 1881 entre Louis Comfort Tiffany et Louis VIII, un contrat de coopération, d'expérimentation et d'exclusivité. Donc les 2 hommes s'engagent réciproquement. Le premier, Tiffany, va commander des grandes quantités de verre, et le second doit réserver toute sa production à Louis Tiffany. Alors ça, c'est une clause d'exclusivité. Il est clair que c'est un reflet de la guerre que commence à se porter Tiffany et Lafarge. Parce qu'en gros, un des plus gros producteurs de Brooklyn, s'il consacre toute sa production à Tiffany, ça veut dire que, il ne pourra plus approvisionner le collègue Lafarge. Donc vous voyez qu'il y a des bisbilles assez tôt entre les 2 hommes. Et donc, voilà, ici sur le papier qui est conservé, donc, enfin c'est un parchemin même, qui est conservé, donc le nom donc, des protagonistes. Et donc cet agreement est signé. Voici ici les 2 signatures de Tiffany et de Louis VIII. Et évidemment, on a le sceau ou le timbre du notaire public Henri Bény, qui était un ami de Louis Comfort Tiffany. Alors cet accord de coopération a duré au moins jusqu'en 1883. En 1883, vous allez voir, les choses peuvent changer. En tout cas, à partir de cette date, Louis VIII se proclame lui-même manufacturier de verre. Voilà ce qu'il dit. Alors ça, la photo n'est pas très bien prise, mais c'est un presse-papier en verre, un presse-papier publicitaire. Et donc, Louis VIII apparaît comme un manufacturier de verre coloré. Et lui-même va finir par faire de la recherche, de l'expérimentation, et en octobre 84, il va demander un brevet qui lui sera octroyé en 85 pour une feuille de verre. Donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où il commence à expérimenter pour son compte, c'est évident qu'il ne travaille plus pour Tiffany exclusivement. Sinon, voilà, il n'aurait pas pu déposer de brevet. Alors, à partir de 89, j'oubliais, il est présent à l'exposition universelle de Paris, il expose des verres, et il obtient une médaille d'or, dont il va se servir évidemment après pour sa publicité et ses cartes de visite. Et à partir de 1896, il est associé avec son fils Jean-Baptiste, que vous voyez ici sur la gauche. Donc au centre, c'est Louis VIII, à sa gauche, son fils, John B, et à sa droite, son beau-frère, Valentin Renninger. Donc ils posent devant leur maison, et ce qui est intéressant, c'est que la maison elle est construite en bois, comme toutes les constructions de Brooklyn à l'époque, y compris les usines, vous le verrez tout à l'heure. Et donc Louis VIII va mourir le 12 avril 1901, son fils va poursuivre le travail, il mourra lui-même en 1905, et l'entreprise poursuivra encore avec son petit-fils jusqu'en 1913. Alors il se trouve que Louis VIII a laissé des archives qui sont aujourd'hui déposées au Corning Museum of Glass, de nombreux carnets
Alors je vous ai montré, ici c'est une copie d'écran, hein, j'ai montré tous ces petits carnets. Donc vous pouvez consulter de votre fauteuil, puisqu'ils sont numérisés et en ligne. Il n'était pas en 2006 quand j'y suis allé, et je le regrette bien. Bref, alors qu'est-ce qu'on consigne? Eh bien, à gauche, vous avez des comptes. De réassort pour le sable, de ce qui reste en caisse pour 1865, le solde de 66, etc. Donc on a les comptes pour les années 65 à 69. À droite, c'est beaucoup plus intime, puisque à la dernière page d'un carnet, il note les dates de naissance et de décès, aussi souvent de ses enfants, puisqu'il en a perdu quand même un certain nombre. Donc voilà, des notations parfois très, très, très intimes. Et puis, à côté de ça, parfois, la paye des ouvriers. Alors c'est intéressant parce qu'on a une page avec un certain nombre de personnes pour des mois de février et mars, on ne sait pas de quelle année, et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de noms français. Alexandre Vagelet, par exemple, c'est quelqu'un qui est famille avec son épouse ou la famille de sa mère, je crois. Enfin bref, on a pas mal de noms français. Alors dans ces carnets figurent aussi des carnets qui ne sont pas directement liés à Louis VIII, mais à des gens de sa famille. À gauche, vous avez un carnet de son beau-frère, Michael Brem, donc frère de son épouse, et c'est pas du tout un carnet avec des recettes de vers, hein, c'est un carnet de l'harmonie, donc c'est des chansons en anglais ou en allemand qui sont consignées à l'intérieur. Et puis à droite, c'est la page d'un carnet qui a appartenu à son petit-fils, où la date de décès de son fils est notée en bas. Voilà. Donc il y a plusieurs générations en fait de verriers qui utilisent ces carnets. Et puis dans ceux qui sont attribuables à Louis VIII, eh bien, on a des compositions de verre blanc et de cristaux, de toutes les nuances et variétés de couleurs, des bonnes recettes de Jean-Nicolas Walter. Et là, cette formule, les bonnes recettes de Jean-Nicolas Walter, elle est reproduite dans plusieurs des carnets. Alors, je vous en montre une quand même, une recette de verre opale pour plaques, écrit en général en français, parfois avec des mots d'allemand, parfois avec des mots d'anglais ou de franglais. Hein. Voilà, ces immigrants, bon, ils parlent allemand, hein, Louis VIII, c'est clair. D'ailleurs, il y a certains historiens longtemps qui le considéraient comme allemand, quand on ne savait pas exactement où il était né. Mais il y avait quand même des détails qui ne trompaient pas. Il était président de la société Lafayette de New York et de Brooklyn. Et donc, un Allemand ne pouvait pas être président de la société Lafayette, ça pouvait être qu'un Français. Voilà, donc, cette recette, qui vous montre donc tout ce qu'on met pour du sable, de la soude, etc. J'insiste sur le minium qu'il y a au milieu, le minium de plomb. Ça nous prouve que ce verre opale, eh bien, en fait, c'est un cristal, s'il y a du plomb dedans. Et on verra la présence de ce plomb dans d'autres recettes de verre opale pour l'époque. Alors, toujours originaires du pays de Beach, les frères Dannenhofer. Alors, eux, ils sont nés à Ralling, hein, une petite commune rurale. Ils sont nés d'un père qui est laboureur. Donc, a priori, ils sont plutôt destinés à reprendre un travail de laboureur, mais pas du tout. Ils vont quitter le travail de la terre pour se former dans les verreries voisines du pays de Beach. Alors, on ne sait pas exactement où, on pense qu'ils ont travaillé à Saint-Louis quand même. Enfin, certains le disent en tout cas. Certains historiens le disent. Ensuite, eh bien, ils émigrent aux États-Unis et ils s'installent d'abord, parce qu'ils arrivent en 61. Aux États-Unis, on est en pleine guerre, en France on appelle la guerre de sécession. Donc ils ne trouvent pas vraiment de travail dans des verreries, alors ils vont repartir dans les zones rurales de l'État de New York, à Albany, ils vont s'employer comme laboureurs. Et puis finalement, quand ils auront épuisé leurs économies, eh bien, ils retournent à Brooklyn et ils vont travailler dans la verrerie Rousseau et Walter, à partir de 1862. Et donc là, ils ont croisé, ils ne l'ont pas vu beaucoup, Jean-Nicolas Walter, hein, qui venait de partir, et ils sont naturalisés américains en 69. Alors, voilà
l'arbre généalogique, donc les deux frères sont au milieu. Ceux qui sont en vert, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, le code c'est ceux qui restent en France, hein, qui meurent en France. Tous ceux qui sont en violet, c'est ceux qui émigrent tôt ou tard. Donc ils se marient chacun, évidemment, ils ont des enfants qui vont travailler avec eux, hein, qui seront également verriers. Mais Nicolas d'Adenhofer, celui qui est à droite, il épouse une Catherine Hoover, dont le père est lui-même verrier, et il y aura une association, puisqu'en 1873, ils vont fonder avec Jean-Nicolas Hoover, le beau-père de Nicolas, une société Hoover et Dannenhofer, qui est surnommée la Long Island Flint Glass Works, et un nom qui va lui être attribué pendant très longtemps. Alors cette société est dissoute en 1877, il y a un conflit d'ailleurs sur un dépôt de brevet avec le beau-père, qui ne sera conclu qu'en 1880. Et le premier Dannenhofer, donc John Dannenhofer, va mourir en 1880 et la société va prendre le nom de Williamsburg Flint Glass Works. Donc je vous montre ici le fondateur, donc Nicolas, et deux de ses fils, John Louis et Nicolas Louis. Donc ils sont tous les deux nés en 71 et ils vont transformer la société qui prendra le nom de Dannenhofer Glassworks, et un nom qu'elle va garder jusque dans les années 1940. Donc eux deux décèdent en 1910 et 1916. Alors voilà une photo extraordinaire donc de la verrerie de Williamsburg, Flint Glass Corporation. Donc verrerie complètement en bois. Celles qui seront construites au début du XXe siècle seront en briques, à partir de... Bon, il y a eu aussi pas mal d'incendies retentissants en Brooklyn dans les années 70-80 qui font qu'on va commencer à construire en briques un petit peu plus tard. Et voilà donc toujours notre John Louis, il y a une petite erreur dans l'article, et Nicolas Louis, qui font construire donc cette nouvelle verrerie de Bushwick, que vous voyez ici, et vous voyez la base de ce bâtiment va être conservée dans un agrandissement plus tardif. Alors voilà une image du début des années 2000 de ce qui restait de la verrerie, donc les étages avaient été rajoutés. Et je passe, mais aujourd'hui ce bâtiment a été intégré dans une rénovation urbaine, et dans le cadre de la rénovation on a repeint l'ancienne appellation. Bref, ce qui est intéressant pour notre propos, c'est qu'en mai 1905, le New York Times va publier un reportage sur cette verrerie Dannenhofer Glassworks, et ce reportage sera illustré de 3 dessins qui montrent le processus de fabrication du verre opalescent. On voit ici un verrier sur ce dessin qui est en train de prendre une louche de verre dans un creuset. Dans le deuxième dessin, eh bien, il est en train de verser cette louche sur une table de coulage, et à côté on a un ouvrier avec un rouleau qui va passer ce rouleau pour lisser la plaque de verre. Et troisième temps, cette plaque de verre va être enfournée dans un four de recuit pour permettre à la température de diminuer lentement, de manière à conserver les propriétés de solidité, propriétés de résistance mécanique du verre. Donc voilà ce procédé, et il reste aujourd'hui quelques feuilles de verre bien datées, en tout cas dont on connaît bien l'origine, puisqu'elles portent encore l'étiquette de la Dannenhofer Glassworks. Et ça vient de la collection Neustadt, une collection de New York. Neustadt, c'était un médecin qui a commencé à collectionner les lampes de Tiffany dans les années 50. Et puis, quand la verrerie de Tiffany a fermé, il a collectionné des échantillons de verre qu'il a ramassés. Et aujourd'hui, il y a une fondation à New York qui conserve tous ces verres de Tiffany. Et donc, avec des pièces très, très originales. Alors, maintenant, parlons de la dernière famille, la famille Bourny, qui, elle, est originaire de Baccarat. Originaire, c'est encore bien vite dit. Donc voilà, ici le personnel de cette verrerie, avec les deux personnages, le plus âgé à droite, Joseph Bournick, le plus jeune Jules à gauche, et la situation de Baccarat par rapport à la Meurthe-et-Moselle. Alors Joseph Bournick, celui qui est à droite, eh bien, il est né en 1833, je m'aperçois que j'ai fait une coquille, j'ai mis 1733, il est né à Baccarat. Voilà. Mais son père,
Nicolas Gaspard Bournic, tailleur sur cristaux. On sait d'où il est venu. Et lui, il est venu de Vonêche, autour de 1816-1820, parce qu'à l'époque, le propriétaire de la cristallerie de Vonêche, Aimé Gabriel d'Artigues, avait racheté la verrerie locale de Baccarat, et donc il a transplanté une partie de ses ouvriers pour venir former des verriers à Baccarat. Donc, Bournic, le premier du nom, a fait partie du voyage. Alors, je ne sais pas si c'est ce transfert de Vonêche à Baccarat qui lui a donné le virus du voyage, mais en tout cas, son fils, Joseph, ne va pas tenir en place. Donc, ce Joseph Bournic, qui naît à Baccarat, qui va être formé sur place, évidemment, en 1860, avant 67, il s'installe dans une cristallerie proche de Paris, peut-être celle de Clichy. Et on sait qu'une des œuvres phares de Clichy à l'Expo de 67 avait été soufflée par ce Joseph Bournic qui possède dès ce moment-là des qualités de souffleur qui lui seront reconnues encore aujourd'hui. Dans certaines verreries, les familles Bournic et Joseph est une légende. Hein. Il y a des chansons, on conserve des chansons de verriers écrites dans les années 20 du XXe siècle qui parlent de Bournic comme le meilleur des gaffeurs. Hein. Les gaffeurs, c'est des souffleurs sur verre. Donc, il émigre après avoir vécu le siège de Paris, dont il racontera, ou sa femme surtout, racontera dans des cercles, racontera le siège de Paris aux États-Unis. Donc, il émigre en 73 aux États-Unis. Et alors, voilà, commence une longue errance entre le Massachusetts, la Pennsylvanie, le Connecticut, l'État de New York, la Virginie, Joseph Bournic à la bougeotte. Reprenant peut-être des traditions de verriers un peu gyrovagues hein, qui parcouraient l'Europe aux époques modernes et encore au XIXe siècle, eh bien lui, il ne reste jamais plus de 2 ou 3 ans en place et à chaque fois il fonde une verrerie nouvelle avec de nouveaux associés, de nouveaux capitaux et puis 2 ou 3 ans plus tard il s'en va. Et son fils évidemment le suit, donc Adolphe Bournic, deuxième du nom, qui est né en 1833 et donc... Pardon, oui, j'ai dû me tromper dans les dates de naissance des pères et du fils. Bref, donc lui il se forme d'abord avec son père à partir de 16 ans et il suit son père dans les pérégrinations. Alors on sait qu'ils font en 1878 un petit passage à Brooklyn très rapide, mais ils y reviennent en 1881. Et là, ils fondent une société, la Artistic Glassworks, en association avec un autre Français de Brooklyn, Maurice Contat. Et ils vont rester jusqu'en 83, donc à peine plus de 2 ans à Brooklyn. Et à cette date, Adolphe se retrouve à New Rochelle, c'est toujours dans l'État de New York, associé avec un autre Français dont on va reparler, Charles-Édouard Henry. Donc il reste quelques années avec Henry à New Rochelle, et ensuite il s'en va à Reading en Pennsylvanie. Exit donc Bournic pour le moment. Notre Charles-Édouard Henry de New Rochelle finit par fermer cette verrerie pour se rapatrier, encore une fois, sur Brooklyn, parce qu'il doit trouver des hommes de savoir-faire hein, dont il a besoin. Il n'y reste pas, et bientôt, en 88, il part dans l'Indiana, à Kokomo, dont on va bientôt reparler. Et là, il s'associe à un autre Français, Vital Bellard. Donc vous voyez, il y a un nombre de Français importants qui a travaillé également à Brooklyn au début des années 80. Alors Kokomo, c'est vraiment... une ville assez importante. Donc, notre Adolphe Bournic, qui est parti entre-temps vaguer dans la Pennsylvanie, revient à Bournic au début du XXe siècle. Et là, il s'associe, ou il rachète la Kokomo au Palais Sainte-Glace, et il va travailler à Kokomo jusqu'à sa mort en 1913. Donc, Kokomo, alors voilà ici une photo prise à Kokomo où l'on voit une verrerie qui est très ouverte. Derrière, ici on aperçoit à l'arrière-plan notre Joseph Bournic avec sa moustache. On aperçoit ici le four qui est surmonté par la cheminée. On aperçoit au premier plan 3 machines, 3 plaques de 3 machines avec des rouleaux pour couler ces verres en plaques. Donc on est vraiment là dans la fabrication du verre en plaques. Alors Kokomo, parlons-en un peu, puisque c'est une
une aventure. Kokomo, c'est une charmante petite bourgade, 45 000 habitants quand même aujourd'hui, qui est située dans l'Indiana et qui tire son nom d'un chef indien d'une tribu algonquine, la tribu des Miamis. Et Kokomo, sa plus grande célébrité touristique aujourd'hui, c'est une ville où il n'y a pas de transport public, on ne peut pas y aller en train, on ne peut pas y aller en bus, il faut y aller en stop ou en louer une voiture. Alors voilà, la grande spécialité de Kokomo, pour les touristes, c'est ce taureau qui a gagné tous les concours et qu'on a fini par naturaliser et mettre dans une tonnelle pour le montrer au public. Bref, l'intérêt quand même de Kokomo réside ailleurs, c'est une verrerie qui existe encore. Voilà son intérêt, et elle produit à la façon ancienne, c'est-à-dire en coulant du verre sur des plaques, elle produit du verre opalescent, et c'est elle qui produit du verre opalescent pour tous les peintres verriers qui aujourd'hui restaurent des vitraux de Tiffany ou de Lafarge aux États-Unis. Je pense qu'ils pourraient aussi en importer, mais les droits de douane sont peut-être un petit peu excessifs. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'Européens qui importent depuis Kokomo. C'est une verrerie qui possède quelques archives, que personne n'ouvre parce qu'évidemment elles sont écrites en français, donc c'est pas drôle. Et qui possède du matériel ancien, alors quelques vieilles machines de coulage, avec donc la plaque de coulage en métal, le rouleau, que vous voyez mieux ici sur cette image. Bon, celle-ci, elle est un petit peu hors d'usage. Mais voilà, quand j'ai pu y aller, ils m'ont permis de faire une sorte de reportage photo. Donc, j'ai pas filmé. À l'époque, je n'étais pas équipé. Mais vous allez voir. Donc, notre four central, qui aujourd'hui sont des fours à gaz. Alors, pourquoi Kokomo ? Oui, pourquoi ces gens se sont installés à Kokomo ? Bien parce qu'en 1885, on a trouvé du gaz à Kokomo et qu'il était donné, et qu'à partir du moment où l'énergie est presque gratuite, eh bien, ça a attiré beaucoup d'entreprises. Donc aujourd'hui, ce sont encore des fours à gaz, même si ce n'est plus les forages locaux. Donc vous avez dans ce four plusieurs ouvreaux avec des creusets et de plusieurs couleurs. Et vous avez ici un verrier qui est en train de ramasser du verre à la louche. Voilà, c'est louches de différentes tailles. Et une fois qu'il a pris son verre, donc vous voyez, il travaille à deux. Le deuxième est en train, lui aussi, d'aller cueillir une louche de verre, mais ce n'est pas exactement la même. Et donc ils se reposent à tour de rôle. Les personnes assises, ce sont des verriers, c'est leur tour de se reposer, donc ils regardent les autres faire. Et il arrive ici sur la table de coulage et il vient de poser sa première louche de verre en fusion. Le deuxième arrive avec une louche plus petite, vous voyez, au-dessus. Il va la verser par-dessus la précédente. Et arrive alors un troisième larron, très costaud, qui a une fourche à deux pics. Et il pique dans le mélange de verre. Et puis il secoue tout ça au-dessus de la table de coulage. Ça pèse très lourd, le verre en fusion. Et donc il secoue, il mélange son verre en le retapant sur la table de coulage. Vous voyez ? Et une fois qu'il a terminé de faire ce mélange complètement aléatoire, eh bien, il précipite avec sa fourche, il pousse le verre le long du laminoir qui est en bout de table. Voilà, le verre est en train ici de passer sous le laminoir et vous apercevez à gauche, il est ressorti du laminoir et aussitôt la plaque de verre rentre dans le four de recuit où la température va être abaissée progressivement. Et à la sortie du four de recuit, eh bien, on a les plaques de verre avec donc toutes ces caractéristiques d'opalescence. Voilà une photo un peu rapprochée, on aperçoit la fin de la plaque qui disparaît dans le four. Voilà, donc je vous remontre ici tout le procédé tel que je viens de vous le montrer. Alors, Bournic a laissé des archives et ces archives sont conservées, encore une fois, au Corning Museum of Glass, enfin à la Rakov Research Library, qui est la bibliothèque du musée. Alors, qu'est-ce qu'elles nous apprennent ? D'abord, certaines sont datées, ce qui est très intéressant. Elles sont datées de Brooklyn, 1881. D'autre part, on sait à quoi est destiné le verre. C'est de l'opale transparent pour des plaques, pour des bulles ice, c'est-à-dire pour des cabochons. On a évidemment la présence de minium, très souvent, donc ce qui veut dire qu'on met en place, enfin pas pour toutes, mais certaines recettes sont vraiment des recettes de cristal. Et puis d'autres
ingrédients qui nous indiquent donc tous ces produits qui permettent d'opaliser donc le fluor, l'arsenic ou bonne H, c'est les os de mouton. En fait, c'est de je veux dire une bêtise, c'est une sorte ça forme de la chaux, enfin c'est quelque chose qu'on jette sur le verre, ou du phosphate de chaux, voilà. On jette ça sur le verre en fin de fabrication et ça permet d'opaliser de manière complètement aléatoire. Alors voilà, là pour Bournic on a beaucoup de recettes, pas toutes datées, mais enfin quand même, chaque fois les ovales transparentes pour plaques, couleur verte, etc. La présence du minium et des os de mouton ou du fluor. Alors, beaucoup de ces recettes, eh bien, on aimerait pouvoir les refaire aujourd'hui. On ne pourrait pas, expérimentalement, on n'a plus le droit de se servir d'arsenic, on n'a plus le droit de se servir d'uranium, on n'a plus le droit de se servir de spat fluor. Enfin bref, c'est très compliqué si on voulait lancer un processus expérimental. Enfin, les recettes existent. Alors, bilan, ces verriers de Brooklyn qui ont fait cette innovation de procédé, je vous ai dit, pour répondre à cette innovation de produit, en fait, ont utilisé des techniques anciennes. Et là, cette technique, voilà, je ne résiste pas à l'idée de vous montrer la technique de coulage des glaces à Saint-Gobain, parce que c'est exactement ça. Vous avez un creuset qu'on dispose au-dessus d'une plaque en métal sur lequel on va couler. Bon, la plaque est équipée évidemment de réglettes pour pas que la glace déborde. Il y a un rouleau qui passe par-dessus pour égaliser la plaque. Et voilà le rouleau en question. Et ensuite, eh bien, cette plaque, enfin, le coulage est fait juste devant le four de recuisson qu'on appelle la carcasse. Et ensuite, eh bien, on enfourne pour la recuisson. Donc voilà une technique qui est finalement ancienne, donc une technique de coulage qu'on connaît, qu'on ne maîtrise pas forcément au début, mais il suffit d'un peu d'expérimentation, et puis toutes les techniques d'opalescence qui viennent plutôt de la gobeletterie, du travail du cristal, et on mélange tout ça, et on arrive à faire un produit nouveau. Alors, maintenant, on va évoquer la réception française de ce verre, parce que pour le moment, tout ça est très new-yorkais. C'est né à Brooklyn, c'est utilisé par des artistes new-yorkais. Quelles sont les étapes? Donc, avant 1889, 3 pionniers français qui sont Eugène Oudinot, Félix Godin et Jacques Galland. Eugène Oudinot, eh bien, il va aux États-Unis en 1882, parce qu'il travaille sur la maison de William Kissam Vanderbilt, le grand frère donc de Cornelius, deuxième du nom. Et donc, à l'évidence, quand il va poser ses vitraux chez William, eh bien, il va aller visiter ce qui se passe dans la maison voisine, c'est sur la 5e avenue, c'est pas très loin, de Cornelius II, au moment où Lafarge lui-même est en train de travailler. Et donc, il rencontre Lafarge et il importe quelques-uns de ses verres. Et dès l'année suivante, en 83, il est en mesure de fournir, de faire une vitrerie américaine, hein, c'est dans la liste des cartons, on a ça, vitrerie américaine, à destination d'un de ses commanditaires qui est Raoul Chandon. Donc le vitrail n'est pas conservé, on n'a que son nom, mais voilà, on sait qu'il fait une vitrerie américaine en 83. Et sinon, dans les vitraux conservés, on a cette trace, les vitraux de Saint-Flovier dans l'Indre, et un des montants des colonnes qui encadrent les personnages, vous voyez sur la droite, eh bien c'est du verre américain. Et donc notre Oudinot va réutiliser ce verre américain à l'Expo de 89, on va en parler bientôt. Deuxième pionnier, Félix Godin. Alors lui, il fait un voyage en 86, vraisemblablement, si on comprend les choses, il rencontre Louis VIII. Et il va ramener aussi quelques verres. Dans ses œuvres, je n'ai pas trouvé avant 1889-90 un vitrail mal daté. Donc sur cette apparition donc, de Saint-Michel à Jeanne d'Arc, eh bien, vous voyez que le fond, la nuée sur laquelle repose Saint-Michel, eh bien, ce sont des verres opalescents. Donc le vitrail peut dater de la fin 89 ou du début 90, je n'ai pas beaucoup de certitude. Il y en a peut-être antérieurs, mais je ne les ai pas retrouvés. Et le troisième, là j'ai pas d'image, c'est Jacques Galland. Alors Jacques Galland, j'ai mis son nom à l'américaine parce qu'il l'avait américanisé lui-même. En fait, au départ, c'est le fils de Pierre-Victor Galland et il est allé en 87
aux États-Unis pour travailler et aider son père dans les chantiers de Pierre-Victor Galland sur la côte est des États-Unis. Donc lui aussi, il a vu les vitraux de Lafarge, les vitraux de Tiffany, il a ramené du verre et il va s'en servir pour l'expo de 89, on va le voir. Alors justement, voyons cette expo de 89, alors qui pose d'énormes problèmes de documentation parce qu'il n'y a pas de concordance entre les catalogues et les rapports d'exposition. Donc là, il y a encore des sources à trouver. Mais il n'empêche qu'on sait par les récompenses que les Américains ont été récompensés largement. Donc Louis VIII de Brooklyn, médaille d'or. Édouard Henry de Kokomo, médaille d'or. Donc on le retrouve, notre Édouard Henry. C'est pour ça que j'avais insisté un peu sur lui, même si j'ai moins de documentation que pour les autres. Et Lafarge, donc 3 médailles d'or. Et ensuite, 2 médailles d'argent. Elie Millet, dont on va bientôt parler, de Chicago, et la Tiffany & Co. de New York. Alors Tiffany & Co. c'est un grand mystère parce que le rapport français n'en parle pas. Oudinot, alors c'était Oudinot qui était chargé du rapport, il a trouvé le moyen de mourir juste à la fin de l'exposition universelle, et le rapport a été rédigé par un adjoint, donc Champignol, et Champignol a repris les notes d'Oudinot. Mais à l'évidence, Oudinot n'a pas terminé la rédaction, donc Oudinot parle beaucoup de Lafarge parce qu'il le connaît, pas un mot sur Tiffany, ce qui paraît bizarre, alors qu'il a eu une médaille d'argent, normalement il devrait au moins être cité. J'ai cherché les rapports américains, donc il y a 5 volumes de rapports américains, et il y a une classe pour laquelle on n'a pas de rapport, c'est la classe 19, verre et vitraux. Allez savoir pourquoi, le sort s'acharne. Donc il y a encore des choses à trouver. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'exposent les Américains? Lafarge, eh bien on sait, c'est pivoine, hein, donc ils sont conservés aujourd'hui en France. Non, peut-être pas, celles-là sont peut-être à l'Ermitage. En tout cas, voilà, ça c'est un vitrail dont on est sûr qu'il a figuré en 89. Elie Millet de Chicago, alors c'est un nom Millet qui peut être familier, hein, c'est le neveu du peintre Jean-François Millet, qui est associé avec un verrier à Chicago. Alors ils exposent des vitreries, dont je vous montre de magnifiques photos en noir et blanc, parce qu'on ne les a pas en couleur, qui ont été aussitôt achetées par l'UCAD, le Centrale des Arts Décoratifs, et qui sont aujourd'hui déposées au musée d'Orsay. Alors pour vous donner une idée des couleurs quand même, voilà. Ça c'est un Elie Millet de Chicago, ça vous donne un peu idée des couleurs que pouvaient avoir ces vitreries exposées à Paris. Ensuite, après les Américains, les Français, alors Oudinot, sans doute l'édifice et les vitraux qui ont fait le plus parler d'eux dans les comptes rendus dans la presse, c'est les vitraux pour le pavillon de la République argentine. Donc un grand pavillon, souvent reproduit, hein, souvent photographié, dont vous apercevez à l'extérieur hein, qu'il y a des vitraux un peu partout. Et voilà un dessin de l'intérieur. On devine également pas mal de vitraux. Alors évidemment, le pavillon a été démonté, transporté en Argentine. Le bateau a subi une tempête. Une partie des caisses sur le pont sont parties à la mer. Mais enfin, on a récupéré un bon peu. On a reconstruit tout ça à Buenos Aires et ça a brûlé dans les années 30. Donc, exit les vitraux d'Oudinot. Il n'y a plus un seul témoignage. Sauf les cartons qui avaient été photographiés dans l'atelier. Donc voilà, un vitrail un peu allégorique. Tous les fonds sont en verre opalescent. Et ici, donc des vitraux pour les extrémités avec des plantes tropicales, hein, donc d'Argentine. Tous les fonds ici également. Donc ça, c'est des dessins, hein, je suis désolé, mais on sait que tous les fonds étaient en verre opalescent. Et ici, sur ce dessin du pan, eh bien, non seulement le fond, mais également tout le ramage hein, du pan était en verre opalescent avec des cabochons. Alors voilà, ces vitraux ont eu un succès phénoménal et tout le monde en a parlé. Autre artiste, Jack Galland. Alors Jack Galland, il orne d'une verrière le stand du fabricant de meubles Kriéger. Et donc vous voyez ici dans ce stand, eh bien, sur la mezzanine, l'étage, on devine la coupole en verre, et c'est une coupole entièrement en verre américain. Donc ça, c'est des Français qui exposent pour des bâtiments, hein, des pavillons. Il y a aussi ceux qui exposent dans la classe 19, donc réservée aux verres, aux vitraux, et voici Lucien Bégulle. Lucien Bégulle, donc, qui expose son Saint-Georges terrassant le dragon, hein, d'après
maquette d'Eugène Grasset. Et le verre au Palais-Sang apparaît de manière très discrète dans les bordures, en bas, sur la droite. Voilà, il en utilise un petit peu, mais pas trop. Et on va voir que Béguel sera aussi un partisan d'un usage modéré, on va en reparler bientôt. Donc voilà pour l'Expo de 89. Donc ce verre, à l'époque, il est encore complètement américain. C'est-à-dire les Français qui l'utilisent, c'est vraiment des verres qui viennent des États-Unis. Seulement, ce verre, il commence à devenir cher. Parce que à partir de 1885 ou 86, les services fiscaux aux États-Unis ont compris qu'il y avait là une production importante et que, eh bien, il fallait taxer à la fois l'exportation et du côté français, on taxe évidemment l'importation. Ce qui veut dire qu'il y a des taxes des deux côtés et donc c'est très cher. C'est un handicap pour ces verres. Alors au salon de 94, je vous montre quand même ce qu'il en reste. Il y avait un diptyque, Le printemps et l'automne, de Gaudin, dessiné par Grasset, et dont, à la demande de l'Union centrale, Gaudin a fait une seconde version. Et là, vous voyez que ce verre américain est utilisé dans les parties hautes pour le ciel, essentiellement. Ensuite, eh bien, il faut évoquer l'expérience de Siegfried Bing entre 94 et 96. Alors Siegfried Bing, c'est un marchand d'art parisien qui réalise en 1894 un voyage aux États-Unis pour aller étudier les industries d'art aux États-Unis. Grâce à l'aide d'ailleurs du gouvernement français, il va publier un volumineux rapport. Il rencontre Tiffany et il rencontre également les verriers de Brooklyn. C'est un des premiers à citer les noms de Louis VIII, entre autres. Et quand il revient, d'abord il est un petit peu l'agent de Tiffany. Et par exemple, il ramène ce vitrail, donc j'ai qu'une mauvaise image, ces tiges de moutarde, qui revend en 1894 à l'Union centrale des arts décoratifs. Et ensuite, il s'accorde avec des artistes en France, notamment les Nabis, plus quelques autres, Toulouse-Lautrec, qui ne fait pas partie des Nabis, Grasset également. Il leur demande des cartons qu'il expédie à New York, à Tiffany, et à partir de ces cartons, Tiffany s'engage à produire des vitraux qui sont destinés à être vendus dans le magasin que Bing est en train de préparer, l'Art Nouveau, donc rue de Provence. Donc voici ici quelques images. Alors, le chantier de la rue de Provence prend du temps, les vitraux arrivent avant l'ouverture, et finalement, il y en a certains qu'on peut exposer au salon de la Société nationale des beaux-arts dès le printemps 95. Donc ils vont être exposés une partie à ce salon. Ensuite, ils feront l'ouverture du magasin Bing. Et ceux qui n'avaient pas été présentés, qui sont arrivés plus tard dans l'année, ils seront au salon de l'année 96, le salon suivant. Alors de cette expérience, il reste aujourd'hui sans doute peut-être un des plus beaux, celui dessiné d'après Toulouse-Lautrec et qui se trouve au musée d'Orsay aujourd'hui, donc au Nouveau Cirque, Papa Chrysanthème. Tous ces vitraux ne sont pas conservés. Celui de Bonnard est conservé, je crois. Beaucoup d'autres ont disparu, mais on a encore parfois les cartons. Mais il y a des disparitions suspectes. Alors, par exemple, celui de Grasset. Celui de Grasset, il n'était pas prêt pour le salon de 95. Il est arrivé que dans le courant de l'année et il a été exposé une première fois à l'Art Nouveau en 1895, en décembre. Et ensuite, on sait que Grasset s'est opposé formellement à ce qu'il soit représenté en public au salon suivant. L'œuvre a disparu. En tout cas, elle n'est pas localisée aujourd'hui. Elle pourrait bien avoir été détruite. De même, le vitrail réalisé d'après le carton de Maurice Denis, disparu. Et puis Maurice Denis en parle très peu, comme s'il avait été un petit peu déçu par ces verres américains. En tout cas, ça ne lui plaît pas. Maurice Denis, lui, préfère travailler avec un verrier français qui s'appelle Caro, qui commence à utiliser des verres à relief, mais cette fois, ceux qui sont produits localement, puisqu'à partir de 95, un verrier parisien, Appert, commence à produire des verres à relief au Palais-Sang. On va en reparler. Et donc, Maurice Denis, apparemment, semble avoir été déçu, enfin c'est mon interprétation, il n'en dit pas grand-chose, mais en tout cas, son silence est un peu éloquent. Alors ensuite, je vous montre rapidement des œuvres parues au salon de 96 et 97. Donc, au salon de 96, on a les frères Tournelle
Donc ce sont des jeunes, le père, Léon Tournel, dirige l'atelier, mais les frères commencent à travailler sous sa direction dans son atelier, mais ce sont les jeunes là, qui produisent un vitrail, le Jardin des Hespérides, et alors eux ils tentent le tout pour le coup, uniquement des verres à relief. Seulement c'est des verres français, des verres à pair. Ça fait un peu de pub aussi pour la verrerie sans doute. Le vitrail, hélas, aujourd'hui n'est pas localisé, on aimerait bien le retrouver. Au même salon, il y a un vitrail de Charles Le Bail qui s'appelle Marguerite, toujours utilisé avec les mêmes verres de chez Appert, et hélas pas localisé. Et au salon de 97, on a cette verrière, ce petit vitrail de Tiffany qui est exposé et qui est acheté par Lucien Bégulle et qui est toujours dans la collection des descendants de Lucien Bégulle. 97, c'est également l'année de l'exposition nationale de la céramique et des arts du feu. Donc j'ai une image pas très bonne qualité, prie de m'en excuser. C'est un vitrail de Jacques Galland, dont le titre est assez succulent. L'amour puisant ses forces aux sources bienfaisantes d'Aix-les-Bains. Évidemment, c'est un vitrail pour le casino d'Aix-les-Bains. Et donc, il est, à part les carnations, les chairs, pratiquement aussi exclusivement en verre à relief au Palais Saint. Alors, j'aimerais évoquer maintenant, après avoir vu quelques œuvres, la réaction de certains de ces critiques. D'abord, il est clair qu'il y a un choc esthétique violent. Quand on voit ces premiers verres américains, qu'on appelle américains et qui prendront le nom d'opalescents plus tard, ça provoque vraiment des réactions, et je vous en cite quelques-unes. Charles Champignol, qui parle d'une matière incomparable, avec ses irisations, ses opacités, ses transparences, qui semblent faire jaillir l'or, le jaspe et l'onyx de la lumière par leur heurtement fantastique, ces verres si remplis d'imprévus et d'harmonie. Édouard Didron, qui parle des verres nacrés au reflet d'un jaune olivâtre, vert et rouge, colorés avec une énergie inconnue jusqu'ici, d'un aspect saisissant, qui font penser à des marbres presque transparents, ou parfois à une corne grossière qui renfermerait des pierreries, des paillettes étincelantes, verre américain, superbe matière qui apporte au vitrail civil un élément précieux. Donc voilà les verriers, les chimistes maintenant. Léon Appert, justement, le verrier, et Jules-Henri Vaud, dans un rapport, parlent de l'intensité de l'harmonie de coloration au milieu de cette ornementation. Le verre américain produit un effet magnifique. Félix Godin, qui dit « Certains cabochons taillés à multiples facettes, tout comme les pierres les plus rares, les grandes plaques où l'opale et le rubis se croisent et s'enlacent dans une furieuse mêlée. » Louis de Fourcault, le critique d'art et décoration, qui parle des verres striés à tons de gemmes, d'écailles, de nacre. Le critique littéraire Jacques-Émile Blanche, qui évoque une bibliothèque de verres féeriques aux épaisseurs calculées, employant les cabochons et même les galets translucides pour faire courir la lumière dans le labyrinthe lourdement serti de ces opales, de ces nacres, de ces écailles blondes, de ces pierres précieuses liquéfiées. Des architectes comme Louis-Charles Boileau, qui parle des verres américains les mieux flambés avec des coulées d'émail opalin, des rouges, des violacés, des verres éteints, etc., etc. Et je pourrais encore citer Paul Gou, Anthony Valabrec, Léon de Montournel, Lucien Bégulle, etc. Tous ont vraiment un choc esthétique, et c'est significatif, ils emploient tous des métaphores issues de la joaillerie, du vocabulaire des pierres précieuses. Tellement, voilà, ces verres impressionnent. Malgré cette impression très importante, majeure, tous les Français, en tout cas, prônent pour un usage restreint de ces nouveaux verres. Donc les Français vont promouvoir un usage modéré, raisonnable du verre opalescent, qui sera toujours un appoint à la peinture. Et là, on est à l'opposé de la pratique de Tiffany, parce que Tiffany, Lafarge dans une moindre mesure, vont utiliser exclusivement le verre opalescent, ne conserver la peinture que pour les visages, les chairs. Mais tout le reste sera en verre opalescent. Et donc, les Français vont avoir un usage un petit peu différent. Et je cite encore Didron, par exemple, qui dit « Il ne convient pas d'étendre son application à tous les genres de composition, particulièrement aux figures. » Godin, qui parle d'utiliser avec un sage éclectisme tous les matériaux qui constituent le vitrail. Louis de Fourcault, qui parle des verres nouveaux, mais qui pourront être employés avec discernement et avec discrétion. Bref, tous ces critiques n'apprécient pas le travail de Tiffany, ils trouvent que c'est trop. Voilà. Et parfois on fait le reproche d'opacité
aux vitraux de Tiffany. Alors, si vous êtes entré un jour dans une église américaine entièrement vitrée par Tiffany, vous pouvez comprendre l'idée d'opacité, parce qu'on a vraiment l'impression d'entrer dans un aquarium parfois. Et donc Diderot évoque des vitraux qui ont le minimum de translucidité, qui leur sont indispensables pour n'être pas des choses innommables. De Lalande évoque un vitrail obscur en parlant des vitrails de Tiffany. Et tous ces critiques, tous ces peintres verriers, en fait, ils sentent bien qu'il y a là un nouveau métier qui est en train de se mettre en place. La plupart de ces artistes français craignent en fait une mutation de leur métier. Et il faut se rappeler que longtemps, l'art du vitrail au XIXe siècle, c'était la peinture sur verre. Et les artistes eux-mêmes s'appelaient des peintres sur verre. Donc ils n'imaginent pas dans leur métier se passer de la peinture, se passer du pinceau. Ce qui est un peu l'opposé de ce que font Lafarge et Tiffany. Et je vous cite encore deux citations, alors de peintres verriers français qui sont radicalement opposés aux vitraux en verre américain. Gustave Dupin, qui parle de cette nouvelle mode, il dit « Si cet enseignement se généralise, le verrier convaincu n'a plus qu'à laisser là ses pinceaux et éteindre ses fours. La peinture sur verre est morte. » Voilà. Et Henri Coulier, un autre peintre verrier, lui fait écho en disant, alors c'est beaucoup plus lyrique, « L'art de la peinture sur verre, mort, vous dis-je, dévoré, coulé, disparu. Regardez bien, plus même de verre, une louche porcelaine de Réaumur, dite verre américain, plus de couleur, mais le noir, le gris, le dichroïsme. La peinture sur verre agonise. Elle est actuellement une esclave condamnée à exécuter toutes les folies, toutes les abracadabrances, tous les tiffanismes de cerveau en délire. Verre givré, roulé, coulé, pressé, martelé, opalisé, que sais-je encore. La nomenclature de ces folies lasserait un aliéniste. » Fin de citation. Bref, vous voyez qu'il y a aussi des oppositions frontales aux nouveaux matériaux. Alors parlons maintenant de l'expo de 1900, peut-être deux images encore pour vous montrer ce que fait Henri Coulier, qui n'est pas un mauvais peintre verrier, mais alors voilà deux figures allégoriques, ça se trouve à Orsay. Et voilà, un autre vitrage, je ne sais plus s'il est à Orsay ou ailleurs, enfin voilà, des vitraux qui ont toutes leurs ressources dans des verres, qui peuvent parfois avoir des effets de matière, mais qui ne sont pas des verres opalisés à relief, très clairement. Alors quand arrive 1900, eh bien, on peut dire que le combat est terminé finalement. Le verre opalescent d'origine américaine a conquis certains adeptes, mais en gros, voilà, ce qui se passait d'intéressant, c'était dans la décennie précédente. Alors à l'expo de 89, eh bien, Tiffany arrive en force. Et donc, le vol des âmes, qu'on trouve aujourd'hui dans une chapelle d'un mémorial de l'Ohio, a été exposé à Paris. Il exposait également les 4 saisons. Alors aujourd'hui, ce sont 4 panneaux séparés, mais pour l'expo, ils étaient montés sous un châssis en bois et on les voyait les 4 ensemble. Donc ils sont alors des bijoux, hein, c'est vraiment très très beau. Bon, qui nécessitent un éclairage, un rétroéclairage un peu fort quand même, hein, dans les musées où ils sont présentés. Et il lui exposait également ce Magnolia qui avait été dessiné par Agnès Northrop. Donc voilà, les Américains, c'est Tiffany à l'époque. Hein. Les fabricants de verre n'exposent plus. Lafarge lui-même n'est pas présent, au regret d'ailleurs des rapporteurs. Les Français, eh bien, ils continuent leur usage modéré. Je vous en montre qu'un exemple. Hein. C'est celui de Gaudin et Grasset pour le vitrail de la Chambre de commerce de Paris, qui est une allégorie de l'industrie, du commerce. Et donc le vitrail, les verres à relief, avec un peu d'opalescence, eh bien, ils sont dans les fumées, les usines, dans les ciels, mais surtout pas dans les figures et dans le reste de la figuration. Et finalement, ce qui triomphe, ceux qui ont le grand prix de la section vitrail, parce qu'en 1900, les fabricants de vitraux ont enfin une section spéciale consacrée au vitrail. Ils réclamaient ça depuis presque 1851. Ils étaient toujours classés avec les vitraux, les fabricants de cristaux, de verre à vitre, etc. Et ils ne supportaient pas bien. Donc pour une fois, ils ont une classe spéciale. Et le grand prix de la classe spéciale, eh bien, il ne va pas du tout au verre en relief. Il va à ce vitrail réalisé par l'atelier de Fribourg, en Suisse,
Kirch et Fleckner, d'après un dessin du peintre polonais Józef Mehofer, donc le vitrail des martyrs, qui représente les martyrs de Saint-Maurice, Saint-Sébastien, Sainte-Catherine et Sainte-Barbe. Et voilà les scènes de martyrs au bas du vitrail, c'était ça qui était exposé principalement. Et donc ce sont des vitraux qui doivent tout en fait au dessin, très important, hein, souligné par le plomb, à la qualité des couleurs et de la peinture, et quasiment rien au verre à relief. Donc c'est ça qui a le grand prix. Donc ça en dit long finalement sur la manière dont on juge ce verre à relief en 1900. La même année, Louis Appert, alors si les Américains n'exposent pas de palette de verre, Louis Appert, expose sa palette complète de verre à relief, pour lequel il emporte un grand prix. Et voici ici quelques échantillons qui se trouvent aujourd'hui au Musée des Arts et Métiers. Alors l'intérêt de ces verres à relief, ils ont plusieurs intérêts. D'abord, ils sont moins chers. Donc ça, c'est quand même l'argument de prix. Hein. Il y avait un handicap pour les verres qui venaient d'Amérique, c'était le prix. D'abord, parce que c'est des verres artisanaux aussi, alors que chez Appert, on a quand même industrialisé un peu le procédé, notamment les rouleaux qui sont gravés et qui impriment ce verre avec une certaine régularité. Hein, quand on a des pièces de verre qu'on peut travailler, on se rend compte, on retrouve à distance régulière les reliefs et donc on peut calculer quasiment le diamètre du rouleau. Donc ce verre, il est plus industrialisé, donc il revient moins cher. Et puis aussi dans la fabrication, il a un avantage, c'est que il prend bien la peinture et il supporte la recuisson. Et ça, on a un témoignage d'Oudinot en 89 qui parlait de ces verres américains, qui disaient qu'ils étaient trop alcalins et qu'ils ne donnent pas de bons résultats au feu et ne peuvent servir à la peinture sur verre. Et vous voyez là encore un Français qui voulait bien le verre américain, mais qui voulait quand même qu'on puisse repeindre dessus. Alors les verres Appert, eux, permettent cette peinture. Alors évidemment, on ne va pas peindre du côté à relief, parce que sinon ça ferait un engorgement de peinture, de grisaille dans les creux. On peint évidemment sur le revers de ces verres-là. Alors, terminons peut-être avec le salon de 1901. Alors pourquoi je termine en 1901 ? Parce que cette année-là, Théophile Lemonnerie expose un vitrail qui est un hommage à Léon Appert. Alors le vitrail est perdu, je n'ai qu'une vieille image en noir et blanc, pas de bonne qualité, mais voilà, on a donc cet hommage qui est en vitrail, d'un peintre verrier au fabricant qui permet finalement ces créations nouvelles. Alors Théophile Lemonnerie, c'est un peintre verrier intéressant parce que dans sa carrière, il va un peu délaisser la peinture d'histoire, la peinture religieuse, pour des genres un petit peu nouveaux, notamment le portrait et le paysage. Et là, je vous montre deux portraits d'enfants, et puis ce portrait et ce paysage, donc ce vitrail allégorique qui se trouve à la piscine à Roubaix. Et c'est avec finalement ce vitrail de Théophile Lemonnerie que je vais arrêter ma causerie et répondre aux questions si vous en avez. Voilà, je vous remercie de votre attention.